Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand Montubert, le président d'Occitanie Data, une structure qui va s'appeler Equitia, on en parlera dans un instant. Et donc on va parler d'éthique, et j'ai choisi d'intituler cette intervention l'éthique, un levier pour le développement du numérique, puisque l'éthique est souvent vécue comme potentiellement un frein. On va voir à quel point ça peut être un frein ou à l'inverse, ça peut être un levier. Peut-être rapidement, si on regarde la trajectoire du big data, de l'intelligence artificielle de ces dernières années, on est un peu passé d'un effet waouh, où on était très impressionné par l'explosion des données produites, par l'explosion des capacités de traitement logiciel, tout ce qui a permis de donner naissance aux technologies modernes d'intelligence artificielle, reconnaissance d'images, on en a beaucoup parlé, et on a eu tout cet enthousiasme, cet émerveillement, cette envie de participer à cette aventure, mais aussi avec évidemment des applications souhaitées et d'ailleurs dont certaines se réalisent dans le domaine de la santé, par exemple, puisque aujourd'hui on a des capacités, vous le savez, de détection diagnostique qui sont extrêmement importantes, mais aussi allant jusqu'à la publicité ciblée. Et puis évidemment, ça fait un peu de la transition à l'effet, alors quoi, au moins, finalement, qu'est-ce qu'on en fait de ce big data, de cette intelligence artificielle? Et un élément majeur, à mon sens, qui a précipité les choses, c'est évidemment le scandale Cambridge Analytica et les manipulations qui ont pu avoir lieu sur les élections américaines il y a 5 ans, conduisant à l'élection de Donald Trump. Et donc, une forme de prise de conscience, au fond, qu'on ne peut pas juste être dans l'enthousiasme, il faut être effectivement aussi dans la méfiance, mais est-ce qu'on peut arriver à trouver des conditions dans lesquelles on va tirer quand même un petit peu le meilleur de ces technologies en essayant d'éviter le pire? Alors, je ne sais pas si vous... Oh, si. Enfin, moi, d'ici, je vois très bien. Je ne sais pas si c'est votre cas, quand vous êtes au fond de la salle, j'espère. Je vais vous présenter quelques slides sur un sondage qui a été fait par Occitanie Data et le cabinet Civiteo. Jacques Priol, qui intervenait tout à l'heure, on a travaillé ensemble sur ce sondage avec Harris Interactive et CAP. On a essayé, c'était il y a 2 ans, de demander aux Français, au fond, comment ils se positionnaient par rapport au numérique en général, par rapport aux usages de la donnée et par rapport aux usages de la donnée par différents types d'acteurs. Alors la première chose quand même qu'on peut voir, c'est que quand on demandait aux personnes interrogées, lorsqu'elles entendaient parler des data, qu'elles soient personnelles ou collectives, qu'est-ce que ça leur inspirait? Qu'est-ce qu'ils ressentaient principalement depuis? Donc là, on est vraiment dans le registre de l'émotion. Est-ce que c'était de l'enthousiasme? Est-ce que c'était du rejet? Ce qu'on voit quand même, c'est l'élément qui est majoritaire, c'est l'inquiétude, à 41%. Pas énormément de rejet, mais vraiment de l'inquiétude, éventuellement de l'indifférence. Et finalement, l'enthousiasme, seulement 7%, la curiosité, seulement 26%. On ne peut pas dire qu'on soit dans l'effet wow au niveau de la population. Je le rappelle, c'était en septembre 2019. Si on leur demande après, pour chacun des acteurs, est-ce que, en ce qui concerne la gestion et l'utilisation des données, est-ce que vous faites plutôt... est-ce que vous faites confiance, tout à fait confiance, assez peu confiance ou pas confiance du tout? Donc là, vous avez les résultats pour les différents acteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'au final, ce sont le système de santé, les hôpitaux, les pharmaciens et, à égalité, les chercheurs et les scientifiques qui arrivent tout en tête de la confiance pour l'utilisation des données. Et si on regarde la suite, et encore, j'ai pas mis tous les éléments. Peut-être un élément intéressant, c'est de regarder quand même alors, les organismes publics, plutôt de la confiance. Je vois le directeur général de l'IGN, tout va bien. Les collectivités locales, il y a un certain nombre d'acteurs des collectivités locales, ça va aussi, on est à 64-62%, on est encore majoritaire. Il y a une entité qu'on ne voit pas ici, c'est l'État par exemple. Ils sont dans la deuxième slide parce qu'ils sont en dessous de la moyenne en termes de confiance. Donc on voit quand même une confiance qui est vraiment très différenciée. Et puis tout en bas, il y avait les réseaux sociaux. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Mais ce n'est pas très rassurant non plus de voir que finalement, l'État lui-même n'est pas vu à un niveau de confiance majoritaire dans la population. C'est d'ailleurs totalement convergent avec les études qu'on connaît de manière plus générale sur la confiance en France, qui montre un État des Français qui est défiant vis-à-vis de beaucoup d'institutions. Et on retrouve en fait à peu près les mêmes niveaux, la même hiérarchie de confiance dans les institutions, qu'il s'agisse de la data ou qu'il s'agisse des autres éléments. Et puis on leur a demandé aussi
Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou pas à ce que des acteurs publics et privés puissent échanger des données et les exploiter afin d'améliorer des services publics, des services d'intérêt général, des produits et des services privés. Voilà. Et là, on voit quand même une petite majorité favorable et puis une petite minorité opposée. Donc on voit là encore une population très partagée au fond sur ce type de processus et dont nous savons qu'ils sont nécessaires. Ça a été évoqué. La data, elle est produite par le secteur public, elle est produite par le secteur privé. Jacques Priol l'évoquait tout à l'heure avec la Smart City. On a besoin d'avoir des collaborations entre les différents acteurs, mais ça n'inspire pas spontanément de la confiance. Et quand on leur demande pourquoi est-ce que ça pourrait être utile, là aussi, des éléments qui sont assez intéressants au fond, ce qui arrive là encore, la santé, la recherche la santé en matière de prévention, de recherche diagnostique, la qualité du service aux clients après proposé par les entreprises, etc. Les transports, bon, là ça va, mais ça descend, même la bonne gestion des finances publiques, finalement, l'enthousiasme n'est pas très fort. Donc on le voit, encore une fois, des usages qui vont avoir des degrés d'accord sur l'utilisation de la donnée qui sont finalement extrêmement différents. Et finalement, quand on demande si l'usage croissant des données constitue une très bonne chose, ou bien plutôt une mauvaise chose, encore une fois, on voit une population totalement partagée. Ça, c'était la première partie de l'enquête, un peu sur le paysage, qui est un paysage, somme toute, assez inquiétant, parce que développer les usages de la donnée dans un contexte comme celui-là, dans lequel, sans même pointer des problématiques particulières, il y a aussi peu d'enthousiasme, eh bien, ça jette une ombre quand même assez complexe sur beaucoup de programmes qui sont enclenchés, que ce soit au niveau territorial, au niveau national vis-à-vis de la donnée. Donc il y a un véritable enjeu qui est celui d'arriver à créer de la confiance, à permettre la confiance, plus précisément, de se développer au niveau des usages du numérique, ce qui n'est absolument pas gagné. On n'est pas face à une population avide de développement technologique, numérique, dont ils sont convaincus que ça leur apportera des jours meilleurs. Alors comment est-ce qu'on arrive quand même à résoudre un paradoxe qui est qu'on a cet élément d'une population très partagée et qui, dans le même temps, a des pratiques numériques pour une bonne partie d'entre elles, en tout cas nettement supérieures à ce qu'on a vu là, où chacun d'entre nous allons utiliser beaucoup de services numériques dans lesquels on laisse énormément de données. On en est plus ou moins conscients les uns et les autres, mais je pense que beaucoup de la population en a relativement confiance. En plus, aujourd'hui, l'école crée de l'éducation. Moi, j'ai une fille qui vient de rentrer en 6e. Quand on lui dit, alors, est-ce que la donnée, c'est gratuit? Elle dit non, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bon, voilà, ça y est, les choses sont entrées, même chez les enfants à l'école primaire, ça progresse dans la population. Et pourtant, il y a effectivement ce paradoxe, à la fois d'une méfiance et du fait que beaucoup de gens vont partager, souvent de manière inconsidérée, beaucoup de données. Donc cette question de la confiance, au fond, elle est devenue prédominante, et elle est devenue prédominante pour arriver à résoudre le paradoxe. On ne peut plus continuer à travailler sur le numérique sans poser en premier lieu la question de la confiance des acteurs vis-à-vis du numérique. Et je devrais dire d'ailleurs, on ne peut d'autant moins le faire quand on est en train de parler d'institutions publiques, évidemment, où la question de la confiance doit être absolument prédominante, ou même d'entreprises, mais qui ne sont pas forcément les GAFA, qui n'ont pas forcément la même puissance de feu. Soyons clairs, Facebook a réussi à survivre à Cambridge Analytica, ok. Combien d'entreprises dans le monde auraient survécu à un tel scandale si elles n'avaient pas eu la même force de frappe? Quelles entreprises françaises, face à ça, auraient pu continuer leur activité? Sincèrement, je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment essentiel à tous les niveaux. Et dont se sont emparés un certain nombre d'acteurs. Le Forum mondial sur l'IA pour l'humanité, qui a donné naissance au partenariat mondial pour l'intelligence artificielle auquel je participe, dans le groupe de travail sur la gouvernance des données, s'est saisi de cette question-là. C'était très frappant. Le premier sommet, le premier Forum mondial sur l'IA date justement d'il y a 2 ans. Le message qui en ressortait très clairement, c'était l'intelligence artificielle a connu
des hivers à plusieurs reprises, comme vous le savez sans doute. Si nous n'y prêtons pas attention, si nous restons uniquement dans une forme de techno-enthousiasme, eh bien, nous risquons de vivre une glaciation parce que les citoyens vont se révolter contre un certain nombre d'usages qui sont des usages extrêmement dangereux. Là encore, quand on prend les impacts de la reconnaissance faciale tels qu'ils étaient montrés tout à l'heure par Jacques Priol, eh bien, on en a des éléments qui peuvent conduire à des rejets. Et ce serait absurde d'ailleurs de penser que ça ne peut pas arriver. Dans des domaines technologiques très importants, il y a eu des interdictions. Prenons le cas des OGM. On a interdit la culture des OGM en France. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais ça peut arriver. Donc, on doit prendre les choses très sérieusement. Et c'est vraiment le cas dans le cadre du Partenariat mondial pour l'IA. Comment arriver, au fond, à faire en sorte que les initiatives aillent dans le bon sens, d'où les initiatives Data for Good qui se sont déployées. Alors, pour arriver à résoudre cette question de la confiance, évidemment, un premier levier, c'est celui de la réglementation. Cette réglementation, elle est nécessaire, elle constitue un progrès, mais on le verra, un progrès limité. Et je pense tout particulièrement, évidemment, à la réglementation sur le RGPD, qui a été d'ailleurs souvent décrié, mais dont on peut voir aujourd'hui qu'il s'est imposé, qu'il a même fait des émules à l'autre bout du monde, qui se sont inspirés du RGPD pour avoir des lois aussi sur les données personnelles. Alors, moi, j'aimerais faire une petite expérience avec vous, si vous en êtes d'accord. Je ne vais pas collecter de données personnelles en faisant ça, rassurez-vous. Donc, je vous invite à rejoindre l'adresse suivante sur votre smartphone si vous en avez un, mais je pense qu'à mon avis ici, vous devez avoir un taux de couverture quand même assez bon. Et puis vous allez rentrer le hashtag éthique et je vais vous poser des questions qui sont justement liées au RGPD pour voir comment vous vous positionnez. J'espère que tout va marcher. Donc, le sondage est lancé, mais mon ordinateur n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Ah, je suis hors ligne, évidemment. Évidemment. Donc, vous pouvez déjà aller sur le sondage, et puis on va l'afficher sur le smartphone, évidemment. Donc, c'est bien, j'ai plus rien qui répond. Voilà, on va y arriver. Voilà. Alors, je vous ai répondu à cette question, j'espère, qui est donc, est-il éthique d'utiliser des données à des fins autres que celles prévues dans le consentement? Donc là, moi, je vois les résultats, je vais vous les montrer. Vous êtes 33 à avoir répondu. Vous voyez le résultat sur votre smartphone. Normalement, on devrait le voir à l'écran. Je ne vais pas passer le temps de conférence à régler ce problème technique. Ce n'est pas grave, vous avez les résultats. Vous dites non à 79%, 3% disent oui, 18% parfois, et vous n'êtes que 3% à dire je ne sais pas. Bon, donc vous êtes très confiant. Vous pensez qu'effectivement, ça n'est pas éthique. On est à 40 votes, très bien. OK. Comment? Éthique, sans accent. Voilà, donc, allez, il y en a encore qui sont en train de voter, ça rééquilibre un tout petit peu, on est à 76% qui disent non. Vous les voyez, les résultats, c'est bon? Oui, vous les voyez normalement sur votre écran. Bon, très bien, on va passer à la question suivante. La première question, c'était est-ce que c'est éthique? Maintenant, c'est la même question, mais est-ce que c'est légal? Évidemment, au vu du RGPD, est-ce que c'est légal d'utiliser des données à des fins autres que celles prévues dans le consentement?
Tout à l'heure, on avait plus de 40 votes, hein, donc là, je compte sur vous. Allez, encore 2 ou 3. Ah, mais ça y est, on voit en plus. Formidable. Ça finit par marcher. Voilà, on est à 50 d'un coup. Formidable. Allez, très bien. 58. Alors là, vous dites non à 63%, un peu moins. Hein. Un certain nombre d'entre vous pensent que ce n'est pas éthique, mais que c'est légal, ou que c'est parfois légal, et je ne sais pas. Alors, la bonne réponse, c'est que oui, c'est parfois légal. En fait, le RGPD n'interdit pas d'utiliser des données personnelles à des fins autres que le consentement. Il dit que le schéma normal, c'est effectivement de recueillir le consentement pour pouvoir recueillir des données personnelles. Mais que quand on est à des fins, par exemple, de recherche, d'intérêt archivistique, etc., eh bien, on peut passer outre cette obligation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que quand on a donné son consentement pour certaines données, eh bien, ces données peuvent être éventuellement réutilisées dans des cadres précis pour d'autres choses, et en particulier la recherche. Et je vous montrerai un peu plus tard à quel point c'est absolument essentiel de faire ça. Et cette question, elle est très très importante, et on va se poser la question de l'éthique. On va le voir là aussi de manière importante, parce que l'a priori qu'on a spontanément face à cette question, c'est-à-dire que si on veut être éthique, eh bien, il faut respecter le fait que les personnes ne donnent leurs données que dans un cadre de consentement, eh bien, on va voir qu'en fait, il y a plein de situations dans lesquelles eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'en réalité, il ne serait pas véritablement éthique de s'arrêter au fait que les personnes ont donné leur consentement, encore une fois, dans un cadre d'intérêt public, dans des cadres de recherche, etc. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit encore grand-chose. Parce que le fait que la réglementation permette d'utiliser les données à des fins autres que celles du consentement nous amène à nous dire, OK, mais dans quel cadre on va savoir s'il faut le faire ou pas? Est-ce que là encore, c'est un cadre réglementaire qui permet de le faire? Et la réponse est que non, en fait. Et tant mieux, la réglementation ne peut pas prévoir de manière extrêmement ferme, rigide, etc., l'ensemble des situations. Il faut s'en remettre à des instances qui elles-mêmes doivent s'appuyer sur des cadres de référence. Et pour construire un tel cadre de référence, eh bien, il nous a semblé à Occitanie Data qu'il fallait construire un cadre éthique pour les usages de la donnée. Et qu'en l'absence de cadre éthique pour les usages de la donnée, eh bien, finalement, chacun est complètement démuni pour arriver à évaluer si un usage doit être réalisé ou ne doit pas être réalisé à partir du moment où la réglementation n'est pas suffisante pour trancher. Et donc, on s'est saisi... ça continue là. Alors, non, il faut que j'arrête mon sondage. Voilà. Et il m'a changé les choses. Super. Décidément, on va y arriver. Voilà. Donc les besoins que nous avons identifiés à Occitanie Data, et pendant ce temps-là, je vais essayer de changer l'affichage, ça a été trois types de choses. D'une part, le fait d'avoir un cadre éthique, je viens de l'évoquer. D'autre part, de définir un modèle économique. Et enfin, de s'appuyer sur l'innovation technologique. Les trois fonctionnent ensemble. La question du cadre éthique va dépendre des capacités technologiques qu'on va avoir pour pouvoir le mettre en œuvre. La question du modèle économique également est un besoin absolument essentiel à traiter, qui n'a pas été suffisamment traité, puisque aujourd'hui, finalement, on a un seul modèle économique vraiment dominant, c'est-à-dire un modèle d'agrégation, c'est-à-dire des entreprises qui se constituent en étant dominantes pour pouvoir capter des données, qui vont racheter les entreprises qui capteraient d'autres données pour pouvoir avoir encore plus de données, faire tourner leur modèle et finalement assurer leur domination sur le marché. Si on veut avoir un modèle alternatif, il faut aussi travailler sur un modèle économique, et c'est un des axes qui sont travaillés dans Occitanie Data. Alors, Occitanie Data, c'est un projet qui a été lancé en 2019. Quand nous avons fait le sondage, nous avons voulu savoir quel serait l'accueil potentiel d'un tel projet. Alors, on avait, dans ce sondage, testé cette hypothèse
de présenter très rapidement, très succinctement, évidemment, avec tous les biais qu'il peut y avoir quand on synthétise les choses comme ça, là, dans une question de sondage, hein, donc il faut prendre évidemment les résultats avec beaucoup de pincettes, quelle pourrait être la réaction des habitants vis-à-vis d'une telle initiative. On leur a posé la question, hein, pour les habitants d'Occitanie, votre conseil régional a une initiative, ou dans les autres régions, si un conseil régional avait une telle initiative, qu'est-ce que vous en penseriez? Et notre surprise a été très grande de voir que 81% des personnes interrogées considéraient que c'était une bonne initiative. Ce qui était très sensiblement supérieur à ce qu'on avait quand on leur demandait est-ce que vous pensez que c'est bien, en gros, d'utiliser la data pour un certain nombre d'usages, y compris qui étaient des usages plutôt d'intérêt public. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi ça. Et au final, Occitanie Data, vous allez le voir, dans sa structure, rassemble un certain nombre d'acteurs qui, ensemble, permettent de générer de la confiance. Et en tout cas, c'est l'interprétation que nous faisons des résultats. Mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais vous montrer une dernière diapo, parce que je la trouve assez intéressante. On a demandé aux personnes interrogées qu'est-ce qui vous paraîtrait de nature à vous donner confiance dans une démarche comme celle d'Occitanie Data. Et ce qu'on voit, c'est que le premier truc qui apparaît, c'est l'information claire et pédagogique. Les gens veulent savoir à quoi tout ça va servir. La deuxième, c'est l'anonymisation, et on va y venir tout à l'heure. Et puis après, des contrôles par un organisme certificateur indépendant, la création d'un comité éthique citoyen, l'élaboration d'une charte éthique, etc. Tout ça étant des éléments qui donnent confiance de manière assez large. Donc Occitanie Data s'est créé sur cette base-là. Aujourd'hui, il rassemble 60 membres. On était à 17 au départ. Et l'important, c'est la chose suivante, c'est qu'on essaye d'avoir un équilibre entre les différents types d'acteurs que vous avez à l'écran. Des entreprises, parce que bien entendu, les entreprises jouent un rôle majeur dans l'économie de la donnée, en termes de productrices de données, en termes aussi de conceptrices de solutions dans le domaine du big data et de l'IA. Des pôles, des clusters, des associations qui regroupent et qui permettent d'avoir une vision collective, collaborative entre les différents acteurs. Des établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de santé. Et là, vous le voyez, on est sur les acteurs qui inspirent le plus de confiance vis-à-vis des usages de la santé. Des collectivités territoriales, des administrations, des institutions publiques. Là encore, on est sur les acteurs auxquels les personnes interrogées accordaient le plus de confiance, et puis des établissements publics ou chargés de missions publiques. Et donc c'est cet équilibre entre ces acteurs qui crée Occitanie Data et qui finalement, dans à la fois le sondage qu'on a fait et dans l'enquête qualitative que nous avons aussi réalisée, toujours en partenariat avec Civiteo, montrait qu'elle pouvait être susceptible de générer de la confiance. Pour le faire simple, les personnes qui étaient interrogées dans des sondages qualitatifs, des entretiens donc, indiquaient que la présence des acteurs publics était rassurante par rapport au fait que les usages allaient pouvoir servir l'intérêt public, mais la présence des entreprises était aussi rassurante dans le fait qu'il y allait y avoir des éléments de performance qui allaient pouvoir être importants grâce à leur présence. Donc l'équilibre entre les deux apparaît comme une bonne alchimie. Alors, quels sont les objectifs d'Occitanie Data ? Eh bien, c'est de développer une économie de la donnée au service de l'intérêt général et pour la création de nouveaux services, de définir un cadre éthique et souverain autour du big data et de l'IA. J'ai évoqué la question éthique. J'aimerais juste m'attarder un instant sur la question souveraine. Très clairement, nous avons fait le choix de n'avoir que des acteurs français, ils pourraient être éventuellement européens, mais pas de GAFA dans Occitanie Data, parce que pour nous, ça dénaturerait complètement le projet. Il est important qu'on soit en capacité de soutenir l'innovation technologique qui se produit dans nos territoires face à des GAFA qui, encore une fois, essayent de tout écraser. Et puis, évidemment, tout cela se fait dans un accompagnement, une accélération de la transformation numérique. On a une offre service autour de l'animation de l'écosystème, l'actualisation de la charte de la donnée, on y viendra un instant, la facilitation, notamment en faisant émerger et porter des cas d'usage, en connectant les acteurs, dans la diversité des acteurs avec lesquels nous sommes, un rôle également d'accompagnement, accompagnement technologique ou éthique et juridique sur un certain nombre de projets, là encore on verra un exemple. Et enfin, une offre de labellisation qui sera opérationnelle d'ici quelques semaines. Alors, je vais
juste évoquer qu'on se transforme en groupement d'intérêt public d'envergure nationale, parce que même si on est né en Occitanie, même si d'ailleurs le siège reste en Occitanie, très vite nous nous sommes rendus compte, bien entendu, que beaucoup de territoires partageaient exactement les mêmes questions et engageaient des travaux souvent totalement similaires. Et je crois que nous avons besoin de nous retrouver, de nous rassembler, de coopérer, plutôt que de faire chacun les choses dans notre coin. L'énergie pour faire ça, elle n'est pas évidente à trouver. Les compétences, d'ailleurs, pour pouvoir le faire, ne sont pas évidentes à trouver non plus. Et donc, il serait absurde que chacun des territoires se retrouve dans des logiques un peu de compétition avec les autres. La compétition, très clairement, elle est au niveau international. Elle n'est pas entre nous en France. Et donc, nous avons choisi d'élargir le spectre d'Occitanie Data de manière à ce qu'on soit au niveau national. En fait, c'était déjà présent. On avait déjà des membres qui n'étaient pas implantés en Occitanie et qui étaient des acteurs importants d'Occitanie Data. Ça sera pleinement le cas donc avec la transformation en GIP. Alors, revenons à ce qui est le cœur de notre discussion aujourd'hui, l'éthique. Pour l'éthique, on a travaillé dans le cadre d'une commission éthique animée par Emmanuelle Rial-Sebag, qui est une directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste d'éthique de la santé, qui est titulaire d'une chaire UNESCO éthique, sciences et société. Donc elle fait partie de ces quelques personnes qui ont une vision de la manière dont on peut appliquer l'éthique dans des sujets scientifiques et technologiques. Et autour d'elle et avec des collaborateurs a été créée une charte éthique. Cette charte éthique des usages de la donnée, que vous pourrez, et je vous donnerai des flyers pour, si vous souhaitez aller la consulter, elle est disponible depuis maintenant un petit peu plus d'un an et on l'a utilisée très concrètement. Cette charte éthique, elle se décline suivant 8 principes, et à l'intérieur de cela, il y a évidemment beaucoup d'autres questions, mais je ne l'ai pas mise en entier parce qu'elle est longue, elle fait plusieurs pages, plusieurs principes autour des questions de sciences des données et société. Et dans le premier principe, on acte d'emblée le besoin que les traitements soient faits, si possible, en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable. C'est un acte évidemment politique important, et donc à minimum, ils ne doivent pas aller à l'encontre des objectifs du développement durable, des principes autour de sciences des données individus, comment à la fois on protège, bien entendu, les individus face aux utilisations qui sont potentiellement malveillantes du big data et de l'IA, des sujets face à la qualité des données et la sécurité du système d'information, la qualité des données dont vous savez qu'elle est essentielle pour éviter en particulier des biais algorithmiques, pour donner une valeur au final au traitement de données qui sont réalisés, des principes autour de la transparence, absolument essentiels. Pourquoi faisons-nous les traitements de données? Donc sur quelle base, comment les organisons-nous? Quelle gouvernance dans un cadre de confiance? Là encore, c'est un sujet important. Qui sont les acteurs qui vont réaliser les traitements de données? Quels sont les éléments de contrôle? Quels sont les éléments de décision? Des questions de réciprocité également entre les différents acteurs qui travaillent dans la donnée et le fait de pouvoir donner l'usage de certaines données doit aussi en retour nous donner des éléments de réciprocité. En particulier, il y a des véritables sujets en termes de modèle économique qui se posent à ce niveau-là. Si des acteurs fournissent de la donnée qui permet de créer de la valeur économique, quel est le juste retour de cette valeur économique qui est créée vis-à-vis des acteurs qui auront permis de la créer? Nous avons aussi rajouté un principe sur éthique et urgence. C'est vrai qu'on a sorti cette charte éthique en mai 2020, donc c'est pas du tout anodin comme date. On était en plein dans le début de la crise sanitaire, et c'était le moment où, dans l'urgence, on était bien amené à devoir agir. On s'est rendu compte que si on prenait la charte éthique stricto sensu, il y avait certaines choses qui pouvaient plus tenir. Est-ce que pour autant on fait n'importe quoi? Non. Et donc, on a essayé de traiter ça à travers ces principes. Et puis, enfin, le dernier principe, c'est un principe de réexamen régulier de la charte. Évidemment, cette charte, elle est vivante. Et en particulier, dans la démarche que nous avons mise en place jusqu'à sa sortie, nous avons voulu mettre en place la possibilité de contribution citoyenne à la charte et de réévaluation
de manière à pouvoir l'améliorer au fil du temps. Et puis les conditions technologiques changent, les conditions sociétales changent, donc elle devra évoluer. Deux exemples que je vous présente qui ont montré que cette charte éthique pouvait être un levier. Une entreprise qui s'appelle CanopyMed, une petite start-up spin-off du CHU de Montpellier, qui voulait travailler sur l'élaboration d'une cartographie des zones les plus à risque vis-à-vis du Covid, en croisant beaucoup de données, évidemment des données de présence du virus, des données de circulation des individus, des données également de santé, regardant par exemple, parce qu'il y a des zones dans lesquelles on a une plus forte concentration de personnes fragiles. Ça peut être les personnes plus âgées, ça peut être les personnes qui ont certains types de maladies respiratoires. Ça pouvait être aussi, par exemple, la conjonction de plusieurs phénomènes, avoir une maladie respiratoire et être en présence de pollen à un moment donné, parce que les conditions climatiques font qu'il y a des pollens, ça va fragiliser en termes de système respiratoire. Si le virus arrive, on est plus à risque d'avoir une forme grave que si on ne l'a pas, etc. Donc il fallait croiser énormément de données. Vous voyez qu'il y a quand même une très grande sensibilité. Pas seulement parce qu'on utilise des données personnelles et des données de santé pour le faire, mais aussi parce que les résultats eux-mêmes, à partir du moment où ils aboutissent à une cartographie, pourraient donner des éléments de stigmatisation, des risques, toutes choses qui sont traitées dans la charte éthique. Et donc nous avons fait une analyse pour travailler sur les points de vigilance qui devaient être liés au croisement des données, à la solution développée, et qui a fait apparaître des problématiques donc liées au risque de stigmatisation, des risques aussi de mauvaise compréhension et d'utilisation de l'outil par les acteurs décisionnels. Évidemment, sujet extrêmement important. Il ne s'agit pas de mettre un outil comme ça et avec des acteurs décisionnels qui l'utiliseraient à l'envers de ce que les outils veulent dire. La nécessité d'encadrer la réutilisation des résultats à d'autres fins. Le risque lié à la réidentification des personnes infectées. Et enfin, la pertinence et l'exactitude des données initiales. Donc ce travail autour de la charte éthique a permis à CanopyMed de réaliser son dispositif et d'en faire un projet, y compris des publications scientifiques par la suite. Donc ça a été un véritable levier et Grégoire Mercier, qui porte ce projet, répète à l'envi que sans cette approche de charte éthique, il n'aurait pas su comment aborder ces questions-là. Et c'est ça qui est essentiel. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on va toucher à ces données sensibles, et c'est un des vrais risques en réalité, on peut avoir des acteurs qui vont en fait être inquiets. Je ne parle pas seulement des citoyens, je parle aussi des directions des affaires juridiques, des DPO, dans les différentes organisations qui, de fait, maîtrisent les données qui vont être nécessaires pour pouvoir faire ces traitements. Et si on n'a pas un cadre qui leur permet d'asseoir le fait que la décision va dans le bon sens, eh bien, très souvent, c'est un principe de précaution qui va avoir lieu et qui ne se met pas en place. D'ailleurs, malheureusement, on le voit, là encore, pour reprendre la situation du Covid, le maire de Montpellier m'évoquait il y a un an exactement, c'était en septembre dernier, c'était au moment où on commençait la deuxième vague, et quand on a commencé la deuxième vague, à Montpellier, ça s'est fait dans un quartier particulier. C'est pas passé dans toute la ville, non, ça s'est passé dans une zone particulière. Et Michael Delafosse, le maire de Montpellier, me racontait qu'ils se sont retrouvés un dimanche au moment où ça commençait à démarrer, avec le préfet, avec le directeur général de l'ARS, avec le directeur du CHU, à essayer de voir comment utiliser les données pour pouvoir voir quelle était la dynamique, pour pouvoir voir où est-ce qu'il allait, par exemple, falloir faire des tests en particulier. Où étaient les populations qu'il fallait tester en priorité? On le sait très bien, on ne teste pas toute la population en permanence. Donc il faut faire des tests ciblés. Eh bien, ils ne pouvaient pas le faire. Ces acteurs, en train de parler encore une fois du président de Montpellier Métropole, du préfet, du directeur général de l'ARS, etc., ces acteurs n'avaient pas la possibilité d'utiliser les données existantes pour pouvoir identifier quelles étaient les zones les plus à risque. Donc, aujourd'hui, on a des vrais freins. Si on n'a pas un cadre éthique qui est largement répandu, sur lequel on se met d'accord, eh bien, on va être bloqué, y compris dans des situations où l'impact, c'est quand même des milliers de morts. Donc oui, la charte éthique peut être un élément de levier parce qu'elle permet derrière de lever des freins qui sont trop souvent, malheureusement, extrêmement importants. Je vais passer sur un autre sujet sur lequel Occitanie Data a accompagné cette fois-ci la région Occitanie et Athos. Donc, enjeu complètement différent, enjeu emploi-formation. La région Occitanie, comme toutes les régions, a une compétence autour de la formation professionnelle, donc a un catalogue de formations. Et évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte que les formations qui soient offertes aux demandeurs d'emploi, puisque la compétence exerce pour les demandeurs d'emploi,
eh bien, que le catalogue de formation soit le plus approprié. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en phase avec les besoins des employeurs, mais derrière, il faut aussi pouvoir guider les demandeurs d'emploi vers les formations qui seront les plus utiles par rapport à leur projet. Et ça, c'est très difficile. Parce que quand vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez pas forcément une idée très claire, même si vous avez une idée d'un emploi, par quel chemin le faire, et y compris comment identifier des emplois qui ne seraient peut-être pas très très loin des compétences qu'on a, mais qu'on pourrait avoir si on se formait pour avoir les compétences qui sont manquantes. Ça a donné lieu au projet emploi personnalisé, qui aujourd'hui est opérationnel, et qui permet à chacun de mettre son profil. Donc en gros, on y met son CV, ça indique quelles sont les compétences qu'on a, et on peut aller voir après quelle est la distance entre ces compétences et puis les compétences d'un métier qu'on pourrait vouloir exercer et voir quels sont les métiers qui sont les plus proches et évidemment atterrir sur les formations qu'on veut faire. Mais là encore, il a fallu identifier beaucoup de points de vigilance qui se sont manifestés et sur lesquels l'accompagnement d'Occitanie Data a été nécessaire et qui conduit aujourd'hui à ce que dans le site du parcours emploi personnalisé, on n'est pas uniquement le côté données personnelles, ça maintenant on en a l'habitude, mais on est aussi le côté éthique permettant d'indiquer quelle est la démarche éthique qui a été faite et pour générer là encore de la confiance sur la manière dont ces données, qui sont quand même pas négligeables, quand on envoie son CV dans une telle machine, après tout, qu'est-ce que la région va bien pouvoir en faire? Voilà. Il était important évidemment d'être très très transparent par rapport à ça. Dernière brique sur l'éthique, pour aller un cran plus loin, c'est le label Equitia qui sera disponible en décembre et avec un schéma sur lequel des porteurs de projets vont pouvoir solliciter Equitia pour obtenir un label. Ce n'est pas Equitia qui va faire l'analyse. Nous avons sélectionné un auditeur indépendant qui est l'entreprise Adelia, qui va faire l'analyse à travers un questionnaire d'une centaine de questions pour voir quel est le degré de conformité en fait à la charte éthique que nous avons créée dans le cadre du cas d'usage. Et l'auditeur rendra un rapport d'évaluation et un avis qui sera contraignant, et donc le label sera octroyé uniquement si l'avis aura été rendu favorablement. En aucun cas, Equitia ne pourra donner le label si l'avis n'est pas favorable. L'objectif là-dedans, c'est d'essayer de rentrer dans une démarche vertueuse, faire en sorte que les acteurs puissent s'approprier ces démarches d'éthique de manière la plus simple possible, et en particulier en mettant en place une identification qui leur permettra de communiquer sur la démarche qu'ils auront mise en place. Alors, je voulais terminer et je vais du coup passer sur les dernières slides, juste pour vous poser une dernière question de sondage, quand même sur les limites de l'anonymisation. Et je vais le faire très très rapidement en vous évoquant la problématique suivante. On l'a vu tout à l'heure, beaucoup de personnes, quand on les interroge, pensent que l'anonymisation, en gros, c'est la panacée quand on veut protéger les intérêts des individus. Moi, je suis convaincu que c'est une impasse dans beaucoup de situations et j'aimerais vous en convaincre. Je vais juste vous raconter une histoire très rapide. À l'Oncopole de Toulouse, et puisqu'on est le 21 septembre 2021, c'est-à-dire 20 ans après le terrible accident qui a eu lieu à AZF, je peux parler de l'Oncopole qui est né sur les cendres de cette terrible catastrophe qui a eu lieu il y a 20 ans jour pour jour. Eh bien, l'Oncopole de Toulouse, ils ont voulu faire une enquête. Ils voulaient voir si les femmes qui venaient consulter pour la première fois un oncologue pour un cancer du sein et qui vont les voir l'oncologue de manière précoce ou tardive en réalité, est-ce qu'elles allaient le voir de manière précoce ou tardive, de manière corrélée ou pas avec la condition sociale des femmes? On va le faire plus simple. Est-ce que les femmes plus défavorisées vont consulter plus tardivement? Est-ce qu'elles ont moins accès à la santé, etc. C'est évidemment un enjeu de politique publique extrêmement important, parce que si c'est le cas, il faut mettre en place des politiques pour toucher ces femmes, pour qu'elles puissent se faire dépister plus rapidement, parce que sinon c'est une perte de chance pour elles.
Et donc, ils l'ont fait à travers une cohorte. Quand on fait une cohorte, c'est formidable parce que là, on a tout. On a les données sociales, on a les données de santé. Ils ont fait le travail, ils ont vu que oui, il y a un effet statistiquement significatif. Les femmes plus défavorisées allaient consulter de manière plus tardive. Mais ils ont aussi fait le travail comme on le fait très souvent en santé publique quand on n'a pas des cohortes. Les cohortes, ça coûte très cher. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une cohorte? Eh bien, on va tout simplement regarder la donnée qu'on a, en l'occurrence la donnée de santé. Et comme on n'a pas la donnée sociale, en fait, on va l'inférer à partir de données ouvertes. Alors, c'est quoi ces données ouvertes? C'est les données de l'INSEE à travers les IRIS. La France est découpée en zones de 5000 habitants, les IRIS, et on a des données statistiques de moyenne de la population sur ces zones. C'est-à-dire que si vous êtes dans la base pour les données de santé, on va considérer que votre situation sociale, c'est celle de la moyenne des 5000 personnes qui habitent autour de vous. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, on abaisse les niveaux de corrélation. Et là, ça n'a pas raté, puisque dans cette enquête, ils ne voyaient plus d'effet statistiquement significatif de la donnée sociale, d'impact de la donnée sociale de la condition sociale, sur le niveau d'avancement du cancer du sein quand elle consultait pour la première fois. Les conséquences sont très graves. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas pu faire de cohorte, s'ils étaient réduits à utiliser les données agrégées pour des soucis d'anonymisation, eh bien, ils n'auraient pas pu identifier qu'il y avait un véritable problème de santé publique qui devait donner lieu à une politique publique. Donc oui, il y a une limite à l'anonymisation. Et pour ceux que ça amusera, je vous le montre très rapidement, avec des données de deux variables exactement identiques, mais avec une répartition géographique sur laquelle on joue un petit peu, eh bien, on peut se retrouver avec soit la corrélation parfaite, soit une corrélation qui disparaît. Mais ça, c'est juste pour vous donner envie de poser des questions, parce que je n'ai pas le temps de le développer. Mais ça, c'est un exercice super facile qui montre que l'anonymisation peut poser des problèmes majeurs, l'agrégation peut poser des problèmes majeurs. Et donc, j'en reviens à ma dernière question du sondage. On va revenir sur Slido, si vous voulez bien. J'aimerais vous demander, est-ce que c'est éthique de ne pas utiliser des données existantes pour savoir si les femmes socialement défavorisées ont un risque accru de consulter tardivement? Les données existantes étant les données sociales, puisque ces données existent pour chacun d'entre nous. Voilà, je vous laisse répondre. Ah, il n'y en a qu'un, alors là, c'est frustrant. Ah, quand même. C'est une bonne remarque, il faut que je change. Je savais qu'il fallait que je change quelque chose, parce que j'ai déjà posé ce sondage, on m'a déjà fait la remarque. Il faut que je change cette double négation qui n'est pas très simple. Allez, comme il est tard, et que j'aimerais qu'on ait quand même quelques minutes pour les échanges, je montre les résultats en direct. Là, les résultats sont beaucoup plus partagés. Vous considérez majoritairement que ça n'est pas éthique de ne pas utiliser des données personnelles. Donc vous voyez, sur des exemples comme ça, où on va revisiter ce qu'on se disait spontanément tout à l'heure, c'est-à-dire que votre première réponse était à 80%, non, il n'est pas éthique d'utiliser des données quand le consentement n'avait pas été donné. Bah oui, quand vous avez vos données INSEE, vous ne donnez pas le consentement pour que ça soit utilisé pour savoir si les femmes ont un risque de cancer du sein plus fort. Et donc, on a besoin d'avoir ce cadre, encore une fois, pour pouvoir aboutir. Merci pour votre attention, et nous avons 5 minutes pour des questions, et puis ensuite, je serai à l'extérieur. Oui, merci Bertrand Montubert pour ce message très clair. Alors, nous avons déjà une question en ligne qui est la suivante. C'est une question de Damien Granger. Différentes associations, comités, institutions se lancent dans la constitution de leur propre charte éthique. Qu'est-ce qui permettra d'en imposer une plus que l'autre? La collaboration et l'amélioration réciproque des travaux. Alors, il peut y avoir des chartes éthiques spécifiques parce qu'elles vont traiter, mettons, un secteur particulier, etc. Il va falloir aller plus en détail sur certaines choses, et donc ça peut avoir toute légitimité. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut en avoir qu'une qui répondrait à tous les besoins. En revanche, il est clair que la charte éthique d'Occitanie Data, elle n'est pas écrite en occitan. D'ailleurs, on la traduit en allemand, en anglais et en espagnol, mais pas en occitan.
c'est peut-être une erreur, mais voilà. Donc, par contre, je pense qu'il faut effectivement travailler ensemble. Cette charte éthique n'est sans doute pas parfaite. On l'a quand même testée, hein. Elle est assez robuste. On va publier une version 1.2 bientôt d'ailleurs. On l'a testé auprès d'un certain nombre de personnes, d'experts, de citoyens, mais évidemment, des réflexions qui peuvent avoir lieu dans d'autres cadres pourraient conduire à se dire il faut peut-être rajouter un principe éthique qui manque. Voilà. Mais je pense que le mieux, c'est qu'on collabore en fait sur ces questions-là, plutôt que chacun fasse les choses dans son coin, parce que sinon, on n'arrivera pas à avoir une appropriation collective en fait de cette question-là. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et il faut que d'ici quelques années, le cadre éthique il devienne clair pour un peu tout le monde qui travaille dans le domaine de la data. Sinon, si on doit faire face à une charte éthique dans tel territoire, dans tel autre, etc., et qui sont toutes formulées de manière très différente, même si en fait à la base on dira tous la même chose, parce que ce que je crois profondément, c'est que globalement on est à peu près tous animés par les mêmes principes. En tout cas, tous ceux que j'ai vus, avec lesquels on a collaboré, c'était très clairement le cas. Donc voilà, c'est un appel à la collaboration, très clairement. Bonjour, merci pour cet exposé. Florent Bédécarat, je travaille pour Nantes Métropole. J'aurais voulu une clarification de votre part. Est-ce que vous êtes en train de dire que des démarches comme celle-ci peuvent amener à considérer comme éthiques des choses qui ne seraient pas légales? Je m'explique. Les exemples que vous avez mentionnés touchent à deux réglementations, celle du RGPD ou celle du Code de la santé publique, et pour cette dernière, qui tous les deux sont très explicites sur ce qu'on a le droit de faire ou pas faire avec des données à caractère personnel, et à plus juste titre quand elles sont à caractère de santé. Typiquement, l'exemple que vous mentionniez, enfin la réglementation sur l'usage des données de santé est extrêmement, le Code de la santé publique est très très précis dans ce qu'il permet et ce qu'il ne permet pas. Vous avez présenté le cas d'un exemple d'une étude sur le recours au dépistage des femmes en fonction de leur niveau socio-économique. Le Code de la santé publique dit que c'est légal si c'est fait par des médecins ou par des personnels de santé publique pour des finalités de recherche en santé publique. Mais que ce n'est pas légal pour d'autres cas. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on devrait déroger à la loi si jamais un comité considère que c'est quand même éthique? Alors merci pour votre question. Là, en l'occurrence, on était effectivement dans un cadre qui ne pose pas de problème légal, hein, puisque c'était une étude faite par des chercheurs en santé publique dans le cadre d'un labo INSERM. Donc, par contre, les difficultés très concrètes qu'ils rencontrent pour mener leurs travaux sont extrêmes. Ça fait 1 an, ils ont eu des projets qui ont été financés par l'ANR dans le cadre du Covid, et ça fait 1 an qu'ils n'arrivent toujours pas à accéder aux données dont ils ont besoin. Donc, très souvent, le cadre... Enfin, bon, j'exclus pas qu'il puisse y avoir besoin de toucher au cadre légal, mais honnêtement, je crois que ce n'est pas le sujet en général. En général, la réglementation permet en théorie de faire les choses. C'est l'aspect concret, opérationnel, qui ne fonctionne pas. Parce qu'on va mettre énormément de verrous, et on a raison d'être très 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 vigilant, bien entendu. Mais on met tellement de verrous qu'il y a plein de choses qui ne vont absolument pas contre la réglementation, qu'on n'arrive pas réellement à faire. Parce qu'on n'a pas opérationnalisé quelque chose qui permette de donner avec confiance la certitude que, oui, il faut faire ce traitement de données. Et ça donne des choses, enfin, à mon sens, qui sont dangereuses. Pour l'instant, l'État n'a pas été attaqué, à ma connaissance, par des citoyens disant « moi, j'ai perdu mes parents parce que vous n'avez pas utilisé des données qui vous auraient permis de savoir quelle était la propagation de l'épidémie, vous êtes responsable ». Tant mieux qu'il n'y ait pas eu des procès comme ça. Enfin, il y a un moment, on peut se poser la question quand même de ce qui pourrait se passer dans ce genre de cas. Voilà. Mais non, je ne suis pas en train de dire que... encore une fois, la question, ce n'est pas de contourner la réglementation. La question, c'est, dans le cadre de la réglementation telle qu'elle est, arriver à faire en sorte que son opérationnalisation soit beaucoup plus fluide et permette beaucoup plus les usages qui sont légitimes qu'on arrive à le faire aujourd'hui. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une autre question ou s'il faut s'arrêter. Oui, j'en avais une rapide. L'éthique, c'est pas dans un cadre légal. Est-ce que demain, ces chartes éthiques doivent être intégrées à notre réglementation?
pour contraindre peut-être effectivement certaines entreprises à respecter cette éthique, justement. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais... Ouais, je suis vraiment pas convaincu, enfin vous l'avez peut-être compris, moi je pense qu'on a beaucoup trop de... Alors, je fais attention à ce que je vais dire, parce que sinon on risque de le comprendre de travers, mais on a besoin de régulation, ça c'est très important à cause de tout ce que j'ai évoqué, mais il ne faut pas imaginer que c'est par la réglementation qu'on traitera tous les sujets. La réglementation, elle est forcément un cadre relativement général. Et ce qui compte après, c'est la manière dont la société s'approprie cette réglementation pour pouvoir opérationnaliser les choses et fonctionner. Et c'est important d'avoir un cadre de pensée suffisamment large, d'arrêter d'aller dans les règles hyper fines, parce que dans le temps, elles ne bougent pas. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des tonnes de lois qu'on bouge tout le temps en France. Enfin, c'est quand même, on a une maladie de la loi en France, on le sait. Les parlementaires, le Conseil d'État, etc., tout le monde en fait l'expérience. Donc il y a un moment donné, il ne faut pas se situer du seul côté de la réglementation. Mais la réglementation ne peut pas être notre seul guide. On peut avoir aussi d'autres références pour pouvoir guider l'action publique. Ou privée d'ailleurs. Voilà. Et donc je pense que c'est important de ne pas forcément le mettre dans la réglementation. Et moi, le pari que je ferais, c'est plutôt que, face au contexte de défiance que j'évoquais tout à l'heure, et ça c'est ce qu'on voit typiquement à Occitanie Data, des entreprises en particulier, des institutions, essayent de s'emparer, de manière très sincère d'ailleurs, de la question de l'éthique, parce qu'elles pensent que pour elles, ça va être un avantage compétitif. Parce qu'entre l'entreprise, mais on le voit, et c'est extrêmement bien, on le voit comment des entreprises aujourd'hui changent la composition de leurs aliments pour avoir un meilleur score sur Yuka, etc., etc. Et Yuka, ce n'est pas dans la réglementation. Mais Yuka a permis de faire bouger l'industrie agroalimentaire sur des sujets sur lesquels on patinait depuis des années. Voilà. Donc, ça peut aussi exister, ça peut devenir désirable que des entreprises qui ne sont pas forcément dominantes au niveau international, eh bien, essayent de jouer leurs cartes en se disant, en faisant cela, eh bien, moi, je pourrais générer de la confiance et je vais toucher des clients éventuellement, si c'est des entreprises, parce que justement, j'aurais mis en place ce genre de choses. Et en tout cas, on voit vraiment des entreprises qui nous rejoignent parce qu'elles sont désireuses de ça. Et du côté des institutions publiques, c'est d'autant plus essentiel qu'évidemment, la défiance des citoyens, malheureusement, vis-à-vis de toutes les institutions, je ne vous développe pas ça, est telle qu'il faut qu'on puisse donner des gages par rapport à nos démarches numériques. Mais je pense qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a une super table ronde qui va commencer dans quelques minutes. Oui, et qui va continuer sur l'éthique. Voilà, une très belle table ronde à la suite. Mais une dernière question. Oui, bonjour. Je voulais juste avoir quelques précisions sur la façon dont vous délivrez votre label. C'est juste un questionnaire déclaratif ou il y a également des contrôles? Il y a des pièces. D'abord, c'est en constitution encore. On ne l'a pas encore finalisé. Donc, je vais prendre des pincettes dans ce que je vais vous dire, mais on pourra, si vous voulez, en discuter plus longuement. Il y aura aussi un certain nombre de pièces qui seront transmises à l'appui des déclarations qui sont faites, bien entendu. Après, c'est pas non plus, on ne va pas rentrer dans l'ensemble des systèmes, des entreprises en permanence. Il y a aussi des limites à l'exercice, mais il y aura des tests, y compris des tests aléatoires, pour produire des pièces à l'appui des déclarations qui sont faites. Oui. Merci pour votre attention.